Si votre enfant vous amène sur ce terrain-là, c'est parce qu'en fait, vous devez y aller. Vous devez y aller pour vous. Et même si vous paraissez bien miné, n'ayez pas peur en fait d'aller sur ce terrain-là. Parce que de toute façon, votre enfant, si vous n'y allez pas avec lui, il vous lâchera la main et lui, il ira tout seul. Quelle leçon? Et tu vois, c'est intéressant ce côté de rôle et de mission parce que je pense que quand on est vraiment en souffrance, on a envie de se dire je peux pas vivre tout ça pour ça. Il me faut une raison à cette souffrance, à cette douleur. Il faut qu'il y ait forcément une raison. Et c'est humain de penser ça. Et du coup, souvent, la personne neuroatypique, elle aura envie de se dire bon, je peux pas vivre toute cette merde pour rien. Donc, il faut absolument en fait que je trouve ma place. Si j'ai vécu tout ça, c'est pour apporter le meilleur. Sauf qu'en fait, il se fourvoie en disant le meilleur, mais à qui? Pourquoi? Je vais le sauver lui. C'est pas, s'il est mauvais, s'il est si méchant, s'il m'a fait si souffrir, c'est parce qu'il a besoin d'aide. Moi, je vais dire non, c'est pour que tu puisses fuir. Va-t'en. Le côté de se dire c'est pas possible tout ça pour ça. Et j'ai rencontré des femmes comme ça où ça faisait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'elles étaient dans une relation. Alors moi je dis plutôt effectivement relation toxique, on va pas forcément parler de perversion narcissique, mais en tout cas toxique pour soi, ça veut pas dire là encore que la personne elle est toxique, mais peut-être pour soi elle est. Et du coup dire mais pourquoi vous restez? Je fais mais vous vous rendez compte, ça fait 15 ans que je suis, j'aurais l'impression d'avoir resté 15 ans pour rien. Et là je me dis on est en plein piège abscon, tu vois, où effectivement, plus on reste et plus on va rester, parce qu'on se dit, on n'a pas fait tout ça pour rien, on veut une finalité. Mais la seule finalité, c'est de se rajouter encore 15 ans de prison, en fait. Mais c'est vrai que ça revient. Tu peux expliquer le piège abscon, parce qu'on trouve ça sur certains articles. Oui, le piège abscon, en fait, c'est d'essayer de se dire que, c'est cette logique. Au départ, c'est en psychologie sociale, ils ont fait, si tu veux, de l'expérience pour les vendeurs. Quand par exemple un vendeur arrive à te vendre quelque chose qui a un certain coût, eh bien il va essayer de te vendre les options en plus. Et comme tu as déjà en fait mis la main au porte-monnaie, t'as pas envie de te dire que peut-être t'as fait une erreur et tu vas à fond en fait. Tu te dis bon allez ok, quitte à prendre toutes les options, je prends tout. Et après tu vas essayer de t'auto-convaincre et puis tu vas convaincre tes proches en disant oh non mais c'était vraiment une bonne idée, vraiment vraiment. Et tu vas continuer là-dedans parce qu'en fait si tu ne continues pas, ça serait comme admettre que tu avais tort. C'est comme les personnes qui, par exemple, vont être dans un métier qui ne leur convient pas, dans une profession ou dans une entreprise qui ne convient pas. Mais bon, ils se sont donnés à fond, puis ils se disent non mais après 2 ans, mieux, après 3 ans, de toute façon, ça va aller mieux parce que je vais progresser, ça va évoluer, et ainsi de suite. Et au final, ils se retrouvent 10 ans, 15 ans dans la même entreprise, être hyper malheureux. Mais sauf que si là, ils abandonnaient maintenant, en fait, ça serait trop douloureux de se dire ça fait 15 ans que je partir. Et donc, comme c'est trop douloureux, on appelle ça aussi le piège à la con, mais c'est un peu plus... voilà, mais c'est le piège abscon, les gens pourront trouver sur Internet. Mais tu le trouves dans les relations aussi, et notamment dans les relations toxiques. C'est ça, c'est parce que c'est utilisé en termes de piège abscon, c'est aussi utilisé en termes de théorie de l'engagement. Et, et la théorie de l'engagement, c'est le labo de psycho de Grenoble avec Beauvois et Joule, sont deux gars qui avaient écrit Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Mais très dangereux. Très dangereux. Ouais. Et ce sont des techniques de manipulation, et les surdoués peuvent s'y retrouver pour eux ou pour les autres. Est-ce que ça peut être, ça c'est une question de Gaëtan qui est en cabine derrière, est-ce que ça peut être le syndrome de Stockholm? Non, ça c'est encore autre chose. Le syndrome de Stockholm, il y a vraiment ce truc où je m'attache à la personne parce que je crois que c'est ça l'amour. Ça c'est encore autre chose. C'est-à-dire que comme le seul amour que l'on me donne, ça peut être de la maltraitance, mais que je ne connais que ça, d'une certaine manière, je me dis que c'est ça l'amour en fait. Et puis aussi peut-être parce que quand on s'enferme, tu sais, dans le triangle de Cartman, dans les relations toxiques, le bourreau, sauveur et la victime, il y a ce truc peut-être que en fait, avant d'être un bourreau, peut-être que cette personne m'a sauvé. Et du coup, je lui dois tout. Et quand bien même en fait, ça devient après un bourreau, parce qu'en fait, il faut bien se dire que dans ce triangle-là, les rôles bougent souvent. Et c'est pas le bourreau ne reste pas toujours bourreau. Des fois, il est un sauveur. Des fois, on inverse, c'est la victime. C'est ce que des fois, alors pas à cette
à cet échelle, mais je le retrouve souvent dans les parents qui qui a fait le plus de tâches ménagères, qui est le plus fatigué, qui s'est le plus occupé des enfants, etc. Donc on compte les points. Donc en fait là, je dis souvent aux gens, vous êtes sur un ring là en fait. N'oubliez pas que vous êtes censé être une équipe. Donc ça va pas vous marquer en fait sur votre propre compte. Donc en fait ça fonctionne pas. Mais donc effectivement, c'est là on s'attache à quelqu'un. Enfin, c'est une relation différente. Si je peux, voilà. Mais tu vois, pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que ces femmes-là, tu vois, où tu disais même pas mal, ça me fait penser à ce truc où quand elles, par exemple, elles veulent sauver effectivement quelqu'un dans la situation où qu'elles se donnent à fond et à fond, j'aime bien leur rappeler, ce n'est pas parce que vous pouvez le faire que vous devez le faire. Et ça, c'est très compliqué pour les surdoués. Tu vois, toi, tu le vois certainement dans le monde de l'entreprise quand ils voient les failles de quelque chose, voilà. Ils se disent, mais en fait, je pourrais trouver la solution. Je peux trouver la solution. Je peux aider la personne. Et moi, je répète, mais c'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. Parce que déjà, bon, l'autre nous a peut-être rien demandé, mais en plus, on va aller dans le puits avec la personne. C'est l'image du puits. Quand il y a quelqu'un dans le puits qui pleure et qui demande de l'aide, est-ce que vous trouvez une solution pour apporter une corde ou une échelle, ou est-ce que vous allez dans le puits avec et ça, c'est toute la problématique du surdoué, c'est-à-dire empathique comme il est. Parfois, il se dit attendez, je sens votre souffrance, j'arrive. Oui, d'accord, vous allez dans le puits, et après, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve à deux dans le puits, quoi. En fait, ça, c'est effectivement, c'est extrêmement fréquent. C'est que les surdoués, il faut très vite faire le deuil de ça. Ils pensent que les autres sont comme eux, et ils pensent que et les autres, ils pensent que nous, on est comme eux. Ça aussi, il faut faire le deuil. Ou un surdoué, il va le faire. Alors, soit dans des relations interpersonnelles, soit en organisation, il voit un problème, il donne la réponse au problème. Et très souvent, je leur dis, mais c'est pas l'intention qu'on a qui compte, c'est l'effet qu'on produit. L'effet qu'on produit dans ces cas-là, c'est que l'autre passe pour un con, pour un feignant, pour un incompétent, pour plein de choses que son ego, il n'est pas d'accord, et qu'on on voit pas forcément ça, c'est-à-dire qu'on arrive comme sauveur en pensant qu'on fait le bien, parce qu'à la place de l'autre, on aurait aimé avoir ça, et l'autre, bah, en gros, on lui explique qu'il a mis des trucs sous le tapis, qu'on est passé au travers du tapis, puis on est passé au travers de la cloison, qu'on a vu qu'il faisait des conneries, et lui, il a compris, en fait, il y avait les conneries qu'il faisait, plus celles qu'il savait pas qu'il faisait, plus celles qu'il avait organisées pour pas que ça se voit que ça s'est vu, et que, en fait, l'atypique, il devient un truc dangereux, puis en plus, il dit qu'il veut aider les gens, en fait, c'est juste un emmerdeur qui est en train de maltraiter, et en entreprise, c'est qu'en plus, il veut prendre du galon. En fait, il y a des espèces de narratifs qui sont quasiment évidents, mais surtout, j'ai dit, mais comprenez bien, quand vous aidez quelqu'un et que vous lui dites, c'est que il passe pour un con, il passe pour quelqu'un d'incompétent, il passe pour quelqu'un de limité, c'est-à-dire ce que les enfants vont faire avec leurs parents aussi. Eh Hein, ben, c'est c'est qu'on pareil, je disais. on Donc, le on met va dans tous toucher. les espaces, mais c'est pas l'intention. C'est-à-dire qu'il y a une forme de naïveté qui va être augmentée, en plus si on a des traits autistiques ou qu'on est Asperger, dire aux cons qui sont cons, qui puent, etc. Ça se fait pas. C'est pas bien. Il y a des problèmes à la fois de sociabilité, mais qui sont légitimes en même temps. Je pense qu'il faut aussi respecter les gens, y compris sur les conséquences des actes qu'ils posent. C'est de la rééducation, hein, c'est que de part et d'autre, en fait, on ne fait pas exprès, ni du parti typique, ni de la partie atypique, j'oppose pas les deux, c'est juste qu'on n'est pas sur les mêmes codes culturels. Tu oublies aussi quelque chose dont on parle pas assez et que j'amène souvent dans les couples que j'accompagne, c'est la notion de temporalité. Alors il y a la temporalité effectivement dans le cheminement de la pensée, mais aussi parfois il y a la vie de la pensée qui est totalement différente et où il y a des difficultés de communication dans ce sens. C'est-à-dire que moi, ça m'est déjà arrivé d'entendre, et même moi, hein, vraiment, je le vois par rapport à mon conjoint. Des fois, je sais ce qu'il va dire et je sais ce qu'il va dire. Je le connais en plus, donc je sais qu'il va mettre 20 minutes à me dire un truc. Alors du coup, je réponds déjà à ça. Sauf que du coup, lui, il n'a pas encore déroulé sa pensée et il en est pas là où en fait, et ce que j'explique aux gens, c'est quand vous récitez l'alphabet, vous passez par les 26 lettres. Oui, vous connaissez la dernière lettre de l'alphabet, mais vous devez réciter tout l'alphabet pour dire la lettre Z. Eh bien, c'est la même chose, c'est-à-dire que ça peut être compliqué parce que parfois, il faut aussi laisser l'autre, en fait, dérouler sa pensée et ça nous ennuie. Ça, on ne parle pas assez de l'ennui, parfois, de se dire, oh, je Mais vais grave.
En fait, il y a une image que je reprends de temps en temps, mais j'ai pas dû en parler en public. J'aime bien fonctionner en image. C'est que l'atypique, c'est un disque dur. Il a accès à tout en même temps. Et pour certains neurotypiques, même quand on est THPI par rapport à HPI, parce que il y a aussi ça, il faut bien savoir que le décalage, il est énorme. Plus on est THPI, TTHPI, plus parfois on peut voir les HPI comme des neurotypiques. Les autres fonctionnent comme du vinyle. Donc, faut avoir le temps que ça tourne, tu vois, sur une espèce de bande passante. Et tu dis, putain, ça fait chier quand même, on peut aller directement à l'essentiel. Mais c'est de la Non, maltraitance, ce que je viens de dire. On mais, peut mais, être mais, énormément maltraitant. mais attends, il y a des gens qui adorent les vinyles et qui les collectionnent. Donc, tu vois, c'est vrai. Il n'y a pas de souci à les vinyles. Non, non, mais t'as raison. Mais le souci, c'est que ça crée vraiment, en fait, une complication, là. Parce que c'est, pour reprendre ton terme maltraitance, c'est une maltraitance de ne pas laisser l'autre, en fait, dérouler son fil Bien sûr. rouge. Parce Et que oui, du coup, on ne se comprend pas, en fait. Et l'autre, en fait, en général, et c'est ça, je crois que c'est Marshall Rosenberg qui disait que si on avait une bouche et deux oreilles, c'est pour écouter deux fois plus que l'on ne parle. Tout simplement parce que, en fait, on oublie que l'autre, il a besoin d'écouter. Et je trouve qu'il y a un problème parfois chez les surdoués, c'est que ils sont tellement frustrés, en fait, de ne pas pouvoir s'exprimer qu'ils aiment bien s'écouter parler. Tu vois, ils aiment bien s'écouter même. Et dans la relation de couple, eh ben, c'est pas possible. et alors, et plus t'es THPI, plus tu te tais. Et on peut voir, je Mais parle parce que, tantôt de mais c'est ce Grothendieck. qu'on se dit, le problème, c'est que quand l'autre ne parle pas la même langue, oui, tu apprends à te taire. Bah, plus on monte, plus il y a de l'isolement. Il y a ce bouquin magnifique de Jung sur sa vie. Faut aller lire, hein, la vie de Jung, plutôt THP, qui dit à un moment donné, il y a plus qu'à se taire. En fait, là où on peut être maltraitant, et je suis le premier à faire gaffe parce que je l'ai été beaucoup, c'est de croire que on peut faire l'économie dans le processus de langage. Et dans le processus de langage, il y a un processus d'externalisation qu'on peut retrouver en thérapie. Exister, c'est être dehors. Et en fait, quand quelqu'un parle, il existe. Et on piétine son identité si on lui permet pas de dérouler. Et en tant qu'atypique, c'est chiant parce que tu es obligé de garder le pied sur le frein. Mais Mm. si on veut être respectueux de l'autre, faut lui permettre de dérouler. En fait, quand il parle pas, il réfléchit. Et le processus Ah, d'externalisation est un processus cognitif qu'on ne permet pas à l'autre. Et nous, on attend, on a l'impression de passer notre temps à attendre avec le frein à main et la sixième au taquet, et, et personne n'y peut rien. C'est-à-dire que ce sont nos processus respectifs où on a besoin d'aller vite, sinon on se pète la gueule, et les autres ont besoin d'avoir leur rythme, ah oui. et c'est Moi, j'ai une astuce pour ça parce qu'effectivement, c'est ce qu'on dit. On dit souvent qu'il peut plus, peut moins, mais c'est pas vrai. Par exemple, en course à pied, quand tu as un rythme de croisière, on va dire à aller à 10-12 km par heure, c'est très compliqué de courir moins vite. Alors, tu peux, mais ton souffle et ta respiration n'est plus habituée, par exemple. Donc, t'aimes bien courir à ton rythme. Moi, j'ai trouvé une astuce pour ça parce qu'effectivement, c'était extrêmement douloureux et je me rappelle, j'étais en CM1 et je sais pas, j'ai vraiment ce flash-là, me rappeler. En fait, ça va tellement pas assez vite que j'ai l'impression que les gens parlent comme, tu sais, les anciennes cassettes, le comme ça. Et du coup, c'est pas pareil, possible pour moi. pareil. J'ai mis un système que je garde toujours en continuité, c'est-à-dire je fais du multitâche dans mon cerveau. Quand les gens me parlent, je suis en train de faire autre chose. Je fais une partie d'échecs, je fais ma liste de cours, je suis en train de réfléchir à autre chose. Voilà. Et ça me permet en fait, du coup, d'avoir cette conversation avec eux à un rythme qui leur convient. Parce que moi, du coup, je m'ennuie pas, je fais du multitâche. Et ça, c'est un truc que souvent, bah, alors, tout le monde ne peut pas faire ça, mais je sais que c'est quelque chose, moi, en tout cas, qui m'a sauvée, je pense, dans mes relations parce que sinon ça se voyait trop que je m'ennuie. Alors, il a fallu mettre en place, tu sais, des hochements de tête, des choses comme ça, parce que sinon on voyait que je décrochais, tu vois. Ouais, Il faut apprendre, mais ça jamais de se fait. chance. Et en fait, c'est comme écouter les vidéos sur YouTube. Moi, j'écoute entre 1,5 et 2, y compris quand moi je m'écoute, hein, ça va pas assez vite. Donc, même pour Ouais. moi, je suis là. Mais j'écoute entre 1,5 et 2. Il y a des gens qui me disent, soit je mets entre 1,5 et 2,
soit je le mets en truc normal, ce que je peux faire aussi, mais dans ce cas-là, je fais 2 ou 3 choses à côté. Voilà, c'est ça. C'est à chacun de trouver son rythme. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses, parce qu'on va bientôt atterrir, à rajouter? Il y a tellement de choses à dire et je suis ravi de nos échanges parce que c'est le monde intérieur et c'est vraiment un univers difficile. Alors avec l'âge, les choses vont bouger. Ah, faut savoir aussi qu'avec l'âge, ça évolue. Faut savoir pour les atypiques, avec l'âge, on se radicalise. Donc je sais bien si c'est, je sais pas si c'est bien ou c'est pas bien, mais faut savoir qu'à un moment donné, on va être encore plus chaud que d'habitude et qu'on va faire moins de compromis si on n'a pas anticipé les situations ou si on a été trop en suradaptation. Je Je sais pas pense si que tu as une expérience là-dessus. Je crois qu'on oublie, quand on parle des neuroatypies, on parle des enfants, dès l'adulte, un peu l'adolescent, mais parce que quand il pose problème. Mais par contre, tu vois, je trouve que passé un certain âge, on n'en parle plus du tout. Et notamment du troisième, voire du quatrième âge. C'est vraiment les grands oubliés, je trouve, de la thématique des Oui, neuroatypies. Et pourtant, la famille se complexifie. Les enfants grandissent, ils ont peut-être eux-mêmes des enfants, les problématiques sont différentes. C'est pas pareil d'accompagner un jeune enfant, un adolescent, puis un enfant qui est adulte et qui a sa propre vie aussi. Et c'est vraiment une thématique dont on parle très peu, et c'est dommage. Moi, j'en accompagne pas tant que ça, parce que c'est des personnes qui viennent à moi, c'est souvent, tu vois, des femmes qui ont le même âge que moi en général, et qui, voilà. Euh, mais je trouve que ça serait hyper intéressant d'en parler de temps en temps, et que on leur donne. Tu vois, tu disais, on se radicalise avec l'âge. Je pense surtout qu'à un moment donné, on en a marre de faire des compromis, en fait. Il y a ce côté de dire, oui, bon, oui. maintenant, on arrête de m'emmerder, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je vais pas faire d'efforts, et ça fait le tri, et ça me va très bien. Mais ça vient de manière organique, c'est-à-dire que qu'on le veuille ou pas, c'est le corps qui va décider parce que pour moi, le cerveau, c'est pas la tête, c'est tout le corps. Et ça fait 10 ans que je veux faire des choses là-dessus. Quand j'étais vice-président de Mensa Aquitaine, à une époque, et j'ai quitté Mensa, je voulais faire un truc sur le quatrième ou cinquième âge. J'ai pas trouvé de personne spécialisée là-dessus. Là, il y a quelqu'un qui vient de me chercher pour un bilan qui a 80 ans. J'ai hâte de voir ça. Qui m'a dit, Fabrice, Bon, je veux terminer. Ouais. Je l'ai déjà fait avec quelqu'un qui avait 75 ans. Je veux terminer alors, ma vie ça en donne paix. quoi? Ouais, En fait, bon, la personne, elle m'a dit vraiment, c'est extraordinaire parce que ça réexplique ma vie et c'est ça ça. règle un paquet de choses. Parce que Alors c'est souvent, vrai que moi, c'est ça, à chaque fois. j'ai, ouais, et ça laisse un goût amer, des témoignages qu'on m'a donnés. Tu vois, de ces personnes qui disent, oh, là, c'est plus dur. Donc je me demande, oui, à partir Non, pour de moi, c'est pas 75, pareil. T'es 80, pas au même endroit de ta vie. À 45 ans, t'es sur la crise de la quarantaine. Donc il y a quelque chose, pour moi, au niveau psychique, qui est pas de même nature. Quand tu dépasses 70 ans, tu sais que ton heure est comptée. C'est pas le même enjeu. Et les ouais, enjeux à chaque fois, c'est vraiment, je veux partir en paix, je remets de l'ordre, je ouais, veux comprendre. Et ça a été, parfois, à chaque fois, je l'ai fait, mais c'était magnifique. J'ai hâte de voir, je sais plus comment elle s'appelle, comment ça va se passer. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu. Et je pense que même sur les problèmes de santé des personnes âgées, sur les problèmes cognitifs, t'imagines un surdoué en EHPAD, mais l'EHPAD, c'est l'antichambre du cimetière. Tu vois, en vrai, si t'as envie de mourir, tu je, peux aller. Alors, ça dépend des EHPAD. Il y en a qui sont respectueux, mais quand même, ah, moi, ça me fait frémir, hein, ce qui se passe. moi, tu vois, je me suis toujours dit, je fonctionne comme, j'imagine, j'ai une hyper conscience de ma façon de fonctionner. Donc, j'ai la possibilité, si tu veux, comme je te l'avais dit une fois, comme je dors très très peu, de passer beaucoup de temps face à moi-même la nuit avec mon bébé à endormir. Mais il y a cette conscience de se dire comment je fonctionne avec mes manettes. Tu vois, si tu prends un ordinateur multifonction comme à l'époque avec plein de manettes, tu vois, je vais voir, c'est un peu comme ça. Et me dire des fois, il y a cette possibilité, tu vois, de s'enfermer dans son monde en fait, et qu'importe où tu es, euh, c'est un peu la casse-survie hein, d'une certaine manière, mais de se dire, mais moi même ça m'arrive dans ma vie actuellement, même si je me sens entourée et aimée,
je me sens pas comprise et j'ai fait le deuil d'avoir des gens qui pourront rentrer vraiment dans mon monde à moi. Et c'est ok. En fait, j'ai la sensation de partir en exploration parfois, telle une anthropologue. Tu vois, le fait d'avoir choisi une vie en étant maman, ça aussi, c'est encore autre chose. J'ai l'impression d'être plusieurs personnes en une. Et ça, je pense que c'est beaucoup d'atypiques le comprendront. Et du coup, on a, tu sais, cette frustration de ne pas pouvoir vivre 1000 vies en une vie, mais du coup, il y a mon monde interne. Et je me dis combien même je retrouverai en EHPAD. Après, je pourrais pas dire que j'aurais bien voulu te tenir au courant dans 40 ans de ce que j'en pense, mais, mais on verra. Non, pas dans 40 ans. Je veux bien, je suis d'accord. Mais je me dis déjà, tu vois, retrouver dans des situations où je me dis, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, j'ai mon monde interne et il est tellement riche et je suis tellement bien dans mon monde interne que c'est possible. Et d'ailleurs, tu vois, là, je pense que je l'ai jamais dit publiquement, mais je le dis parce que je pense que ça peut aider des gens. Des fois, ça, c'est la crainte de se dire, et si un jour, euh, j'étais tellement bien dans ce monde-là qu'en fait, je déconnectais la réalité. Tu vois, moi, j'ai pas besoin de casque de réalité virtuelle, en fait. Mais c'est tout le problème de se dire, et si un jour vraiment j'appuyais sur ce bouton et que je peux pas faire demi-tour. Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, alors c'est étonnant que tu me dises ça parce que j'ai encore quelqu'un qui m'a dit ça cette semaine. Moi, j'explique que si je pouvais vivre sur une autre planète, le monde ordinaire m'intéresse pas, et juste dans un hôtel. Et je pense qu'un certain nombre de personnes ont cette représentation-là. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, si j'appuie sur le bouton, je reviens pas, cette semaine. C'est ça. Donc Je des fois on reviens. joue avec la limite parce que des fois ça nous fait du bien de déconnecter et c'est tout, tu vois, il faut bien mettre le curseur où il faut pour pouvoir faire demi-tour. Comment ça s'appelle ce film-là? Inception, je crois. Ah oui. Euh, Tu vois, où effectivement la limite est mince quand même et à la fin je crois du film on peut ouvrir en disant et parfois je me dis mais si un jour je deviens folle et que j'arrive plus à faire la distinction, tu vois, c'est voilà, donc c'est hyper intéressant. Ouais, alors faut pas être dans un hôpital psychiatrique si tu veux, il y aura pas le même Donc, type, je pense que moi le tu fait vois. d'être maman pour moi cette responsabilité d'être mère est tellement importante que ça me rattache à cette réalité quand même. Ah bah oui, ah bah oui, tes enfants te lâchent pas. Donc on Euh, est à ça. il va falloir qu'on passe de Inception à Interception. Donc là, il va falloir atterrir, mais c'est bien de garder le. Pardon, il y a des parents qui peuvent être en souffrance et on n'a pas parlé effectivement du burn-out parental, mais ça aurait pu être aussi un sujet qui aurait pu mériter pas mal de temps de réflexion. Bah, c'est un vrai sujet. Elsa Guillet, elle est intervenue. Elsa, je travaille avec elle. Elle est à Liège. Enfin, depuis des années, on travaille ensemble. Mes séminaires à Liège, c'était avec Elsa. Elle est intervenue au congrès de la danse sur le burn-out parental. C'est un truc absolument invisible parce que tout le monde se tait. Et c'est un vrai enjeu. Enfin, tout le monde se tait. J'aime pas. Je fais des généralités que j'aime pas, mais il y a un vrai enjeu là-dessus et à prendre en compte avec cette porte d'entrée, cette spécificité. Mais c'est un autre sujet en tant que tel et qui fait partie du paysage, hein, bien sûr. Je suis formée et c'est un sujet effectivement que je trouve intéressant et important en fait. Parce que comme tu dis, tant qu'on lâchera pas de toute façon cette idée du parent tout puissant, on n'acceptera pas aussi de se dire j'ai des limites et je vais devoir demander de l'aide et peut-être abandonner certains idéaux que j'avais dans ma parentalité. Donc ça reprend un peu sur tout ce que je te disais précédemment. Parce que en fait, je ne pourrais pas être un parent parfait et ça tombe bien. Parce que les enfants n'ont pas besoin de parents parfaits. Et puis le burn-out, il borne les choses, il nomme les choses. Et de dire à des gens, mais là, vous êtes en burn-out, ça porte un nom, c'est pas possible. Et il y a une perfection, il y a une perfection supérieure à la perfection, c'est quand elle prend en compte l'imperfection, vu que c'est pas un sujet. Si la perfection te met dans le mur, ou nous met dans le mur et nous détruit, c'est bien que c'est pas de la perfection. Mais tu sais, il y a la perfection, mais je trouve qu'on parle beaucoup moins de l'idéalisme, en fait, et qui pour moi sont deux choses totalement différentes, notamment chez les neuroatypiques. La perfection, il y a quand même un besoin de reconnaissance derrière. Il y a ce besoin que les gens nous voient dans ce qu'on est aussi. L'idéalisme, c'est vraiment propre à la valeur de la personne.
Et ça, c'est beaucoup plus difficile à bouger. Beaucoup plus. Moi, j'en connais des personnes comme ça, des parents atypiques idéalistes, et c'est très compliqué parce que là, ça les violente en fait. C'est un idéal, c'est vraiment quelque chose, tu vois, d'emprunt dans leurs valeurs en fait. Et ça n'a rien à voir avec le monde. Et d'ailleurs, au contraire, ils rejettent le monde, ils n'ont rien à faire du perfectionnisme. C'est juste, euh, en fait, d'une certaine manière, ils mélangent ça avec ce qui est bon, avec le juste, avec l'injustice, à ce qui est mauvais, tu vois. Et là, ça peut être très douloureux parce que bah, le monde n'est ni bon ni juste. C'est effectivement difficile parce que normalement, on négocie pas les valeurs. Mais ce qu'on peut négocier, c'est le mode opératoire, c'est comment on y va. Et ça peut être donc de pas remettre en question les valeurs en disant vos valeurs, en gros, elles sont justes. Mais la manière dont vous y allez, c'est tout pourri. Mais on peut le dire si on n'attaque pas la personne. Et puis on peut parler comme ça avec les atypiques, pas avec les autres, c'est pas gagné. Dire vos valeurs, mais vous les gardez, on les remet pas. Vous avez raison, mais vous vous y prenez comme un manche. Mais comme on le fait tous un peu, donc vous pouvez garder vos valeurs et parce que ça c'est rassurant. Mais par contre, on peut peut-être voir qu'en gardant vos valeurs, vous pouvez C'est vous ça. y prendre de manière beaucoup plus optimum, respectueuse pour vous et pour le système. Puis c'est bien si on peut mettre un peu d'humour sur des choses sérieuses. Ça marche bien. Euh, J'aime pas les conclusions parce que je trouve ça, on conclut pas des sujets comme ceux-là, mais mais il faut qu'on atterrisse, qu'on redescende de Mars ou de Vénus. Qu'est-ce que tu aimerais rajouter pour clore au moins cet épisode temporairement sur un sujet qui est aussi, il y a tellement de choses importantes à dire là-dessus parce que c'est polymorphe. Enfin, je pense que je reviendrai sur cette notion d'être conforme, tu vois, sur ce côté de se trouver soi, en fait. Je pense que si votre enfant, en fait, j'aimerais dire ça aux gens qui nous écoutent, si votre enfant vous amène sur ce terrain-là, c'est parce qu'en fait, vous devez y aller. Vous devez y aller pour vous. Et même si vous paraît bien miné, n'hésitez pas dans ces cas-là à demander de l'aide, à trouver des gens autour de vous. Ça peut être donc soit des professionnels qui connaissent un peu le sujet, mais ça peut être parfois des personnes dans des associations. Je pense notamment, tu vois, toi qui as créé les coloriers, des fois on trouve des gens qui sont passés par là ou qui comprennent. Rien que ça peut soulager. Mais n'ayez pas peur en fait d'aller sur ce terrain-là, parce que de toute façon, votre enfant, si vous n'y allez pas avec lui, il vous lâchera la main et lui, il ira tout seul. Quelle leçon! Ça, ça me va très bien, mais quel combat en fait, c'est un combat un peu à l'asiatique, c'est comme les arts martiaux, ce n'est que le combat avec soi-même. C'est Et ça. l'enfant, c'est le prolongement de nous-mêmes, donc en fait, c'est aller jouer, si je peux me permettre, d'aller jouer avec les ombres parce que les ombres nous rattrapent. Et quel courage il faut avoir, vraiment. C'est une aventure courageuse et ça vaut pour tout le monde. C'est ça, tu l'as bien dit, la parentalité est une aventure. Et je crois que les gens le réalisent petit à petit. Je pense qu'on en parlait moins avant, mais il y a moins tu vois, ouais, je pense qu'on en parlait moins avant, alors qu'aujourd'hui, on ose dire, mais réfléchissez quand même avant d'avoir des enfants, tu vois. Mais peut-être pas sur cette démarche-là, sur ce travail sur soi. Et le souci, c'est que souvent, j'ai des personnes qui disent, mais moi, je veux travailler sur moi avant d'avoir des enfants. Je dis, mais en fait, ça fonctionnera quand même pas. Parce que c'est l'enfant qui vous fera aussi travailler. Donc, qu'importe tout le chemin fait avant, tant mieux s'il y a une bonne partie de fait. Mais en fait, vous, de vous-même, vous n'irez jamais au même endroit où votre enfant va vous amener. Ah ben l'enfant, il va chercher dans les coins. Hein. C'est ça. Et vous, sûrement, Euh, vous ne les avez pas vus. Donc, de toute façon, voilà. Et il faut être prêt à. ouais. J'espère que ça va être aussi notre philosophie dans le livre, c'est-à-dire ce que vivent les gens typiques est une dimension exacerbée de ce que vivent tous les gens. C'est-à-dire, ce sont des sujets qui ne sont pas ignorants de ce que C'est vivent ça. tous les gens. Ils sont juste que les atypiques
c'est d'un bordel supplémentaire. La cocotte minute, elle est plus grosse et ça va plus vite, plus haut, plus loin. Mais tout le monde peut avoir cette problématique de burn-out, de questions parentales et d'enfants qui vont challenger les parents dans les ombres. Donc euh, c'est un processus pédagogique qui concerne tout le monde. Totalement. Moi, je dis, voilà, c'est intense, tu vois, le grain de sel, l'exhausteur de goût, quoi. Ouais, c'est du glutamate. Le glutamate, c'est un exhausteur de goût. Et là, tu sens que, aussi du piment. C'est pas que t'as le sel et le piment. T'avais pas vu venir le piment dans le sujet. C'est le côté exotique. Ça te va pour ce voyage en terre inconnue? Ah oui, c'est Oui, bien oui, aussi. mais est-ce que ça te va à toi? Est-ce que c'est ta chaîne YouTube? Oui, Ah mais moi si oui, oui, moi ça me va parce que t'es passionnée et passionnante et c'est un sujet que tu connais de tous les pores de ta peau. d'accord. Et puis moi, je vais plutôt éviter. Mes traits autistiques n'aiment pas trop ça. Et vieillissant, je me suis aussi radicalisé sur le sujet, donc je le connais un peu de loin. Enfin de loin maintenant, parce que je l'ai connu de l'intérieur, mais pas avec la lucidité ou l'expérience telle que tu en as. Et ça touche tellement de gens et vraiment, faut avoir des contributions utiles. Tu sais, moi, je me suis dit, est-ce qu'il va être à la hauteur de Fabrice Michaud? Est-ce qu'il va me trouver pertinente? Mais Je me suis dit, voilà. faut arrêter avec ça, j'ai pas de hauteur. Non, Moi, mais ce qui m'intéresse, c'est de l'organique. Tu vois, c'est du vivant. C'est du vivant. Et tu fais des choses passionnantes. Et il y a tellement de gens aidés, comme tu le disais. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard et il y a besoin d'avoir des contributions utiles pour les gens. Donc, je te remercie pour ce voyage. Moi, je trouve ça passionnant et c'est l'objet de la chaîne et de ce que j'ai envie d'en faire. Donc quand on démarre, je ne sais pas où on va, mais c'est comme un voyage ou une randonnée dans la montagne, je sais pas où on va et c'est ça qui m'intéresse. Donc on n'a rien préparé, c'est ça qui m'intéresse, si ce n'est l'organisation avec Gaëtan. Elodie, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton actualité? Tu as eu plusieurs livres que tu as produit. Il y en a un dernier récemment. Je crois que tu as une BD à venir. J'espère qu'on aura un livre ensemble dans quelques mois, si l'éditeur est d'accord. Et puis un peu tes intentions dans ce que tu as fait quand tu as proposé ça. effectivement, le dernier en date, c'est Ma famille atypique aux éditions Le Duc. C'est un livre qui se veut aussi. C'est le premier livre où je donne des exemples perso, parce que sinon je reste quand même plutôt en arrière-plan. En arrière-plan, mais mon éditrice m'a convaincue. Elle m'a dit quand même, avec votre famille qui est très atypique, donc il y a ce livre-là. Et il fait suite. J'avais fait un livre sur les couples aux éditions Solar cette fois-ci. C'était Je t'aime un peu, beaucoup, hyper sensiblement. C'est un livre qui a eu, je pense, peut-être moins de succès que le précédent où c'était Femme atypique, qui a eu vraiment un best-seller, mais beaucoup plus pointu. C'était énormément d'années de travail pour celui-là, pour moi, en tant que médiatrice familiale, parce que j'ai voulu vraiment apporter une véritable, en fait, connaissance, tu vois, sur, en fait, comprenez-vous vous-même pour comprendre vos besoins et vos attentes et pour créer un couple, en fait. Et les gens font souvent l'inverse. Mais voilà, après, selon effectivement ce que les gens recherchent, moi j'ai accepté pour répondre à ta question cette interview parce que déjà c'est toi et que j'ai confiance en toi, que je connais la qualité de tes formations, de ton travail, ton éthique professionnelle. Et après, j'ai envie de dire si ça peut apporter des billes, ce qu'on a pu échanger tous les deux pour certains parents ou certaines personnes qui réfléchissent à agrandir leur famille ou que sais-je, eh ben tant mieux. Voilà, vraiment tant mieux. Ça sera parfait comme ça. Alors, l'année prochaine, c'est quoi tes projets? Ah, l'année prochaine, j'ai le Femme atypique version vie perso qui sort en février.
J'ai la BD qui sort, le livre certainement avec toi aussi, donc ça fait déjà 3. Et j'ai aussi un guide familial, donc j'ai 4 projets éditoriaux, mais en général c'est comme ça chaque année. Et puis après, tu sais, là, je suis focus sur les formations de professionnels et notamment sur l'accompagnement des enfants, des adolescents. Et je suis très contente parce que tu vois, je me suis liée à d'autres professionnels, sophrologues, psychologues, des coachs parentaux, pour faire des formations très complètes et pas juste avec ma vision des choses, et avoir, tu vois, comme une boîte à outils plus complexe que ça, en fait, à proposer aux professionnels formés. Donc, je suis vraiment très, très contente de pouvoir offrir ces formations entièrement en ligne à partir de l'année prochaine. Ben, super. Écoute, j'espère qu'on va jouer ensemble sur le livre parce que ça va être assez challenging, mais avec un objectif pédagogique qui devrait être très, très intéressant. Peut-être rappeler, moi, pour ce que je fais cette année, c'est que je transforme une partie de mes formations en présentiel Zoom en e-learning et je vais continuer. Il y en a plusieurs qui attendent. Cette chaîne, on va voir ce qu'elle va advenir, mais j'ai plusieurs enregistrements qui sont prévus. En janvier, je vais aussi enregistrer avec Nathalie Astin sur 7 ans du congrès et maintenant, puisqu'elle elle se réorganise, donc beaucoup de projets, donc plusieurs formations qui vont arriver en ligne en e-learning. Et puis pour le reste, on verra, j'ai d'autres conférences vidéo aussi sur lesquelles j'ai été sollicité. Une prochaine sur mes expériences à l'international, parce qu'en temps normal, je suis en Europe, en Afrique, en Asie, et j'en ai pas trop parlé. Donc là, ça va être l'objet, puisque c'est la demande. Et puis le reste, on verra. De toute façon, j'ai énormément, très beaucoup de demandes. Il faut que je préserve ma vie parce qu'aux dernières nouvelles, je vais mourir un jour. J'avais pas anticipé ça. Ça, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, mais je suis pas sûr de gagner. Euh, donc, donc voilà. Mais je pousse les murs. Ça fait, je pousse les murs. Donc voilà pour ce nouvel épisode. Et je suis ravi qu'on ait passé ce temps-là ensemble. Elodie. Peut-être rappeler pour les gens qui nous écoutent que si vous vous inscrivez sur la chaîne YouTube, vous aurez les invitations automatiques pour les prochaines inscriptions. Donc normalement, vous avez un bouton où il faut appuyer et puis pensez à mettre un pouce si paraît sur la vidéo, elle sera contente, elle va sourire. Et puis on verra pour la suite parce que c'est une aventure. Donc j'avance avec ce que l'univers m'offre. Et merci pour ce cadeau. Et à Merci bientôt. à toi. À bientôt.